Salut à toi, amis du sport et du hockey sur glace. Bienvenue dans Backcheck. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont trois. Freddy Mobilier, Doug Boulanger, Stéphane Rochette, bien sûr. On va revenir avec eux sur les 4 rencontres de la soirée, puisque Zoug est retour en case quarantaine. Et c'était surtout le retour de Fribourg-Gotteron à la compétition qui retrouvait un Genève Servette qui les avait battus 3-0. Genève Servette qui a fait le bis repetita. C'était plus serré, 2-1 cette fois-ci, avec encore une fois un doublé d'un certain Eric Fenn. Mais ce soir, messieurs, c'était aussi la soirée des derbys. 2 derbys au programme, un derby bernois et surtout un derby tessinois qui, à chaque fois, normalement, est présenté comme le derby le plus chaud de notre championnat de National League. Mais il faut bien avouer qu'avec l'absence des spectateurs, c'est un tout petit peu plus compliqué. La grande question, c'était de savoir si Ambry allait en gagner une. Enfin, en gagner un, finalement, puisque pour l'instant, c'est 4-0 pour le HC Lugano. Eh bien, on va se replonger dans cette partie, une rencontre où le score a été serré finalement entre ces deux formations. On a joué un petit peu le mano à mano, mais d'abord ça a commencé douloureusement, je vais y arriver. Enfin bref, ça a mal commencé pour un des joueurs. On va le voir, à savoir Ossener, qui malgré lui va manger un puck. Ouais, directement au visage. Ça fait toujours peur, hein? Donc, il ne peut rien faire. Le puck a semblé dévier, probablement changer de trajectoire. Même le joueur d'Ambry, il se demandait où était rendue la rondelle. Là. Il a filé directement au vestiaire, dans le cou. Mais c'est un shoot de son propre coéquipier, c'est surtout... Quand vous allez devant la cage, c'est sûr que... Puis à cette distance-là, ça ne pardonne pas. Non, ça peut faire très mal. Ouais, c'est le Feul, en l'occurrence, qui n'a évidemment pas fait exprès, mais il y a des dégâts. Parfois, vous l'imaginez bien, pas de but entre les deux formations. Il faut se plonger en deuxième période. C'est là que tout va se passer avec un certain Grassi qui va ouvrir le score, Freddy Mobilier. Il faut dire qu'il est bien placé devant la cage et il marque comme il peut. Comme il peut, mais il est au bon endroit, au bon moment. Et puis, il fait écran et c'est lui qui dévie ce puck devant Schlegel, qui a été excellent d'ailleurs ce soir. Mais il a eu l'intelligence de freiner. On voit souvent des attaquants qui vont sur le but et qui se laissent glisser à côté du but et qui perdent ces opportunités. C'est douloureux de dire opportunité. Donc là, il a su freiner au bon moment et profiter de cette déviation, de ce tir de son coéquipier. On va arriver maintenant, messieurs, au fait peut-être le plus cocasse de la soirée. Regardez bien ce qui va se passer. On est le long de la bande et Fazzini va bloquer sa canne. Dans celle-ci, les arbitres, eux, ont cru à un coup de crosse de Muller, ce qui va entraîner tout simplement une double supériorité numérique qui a amené un 5-3. Stéphane, tu t'es fait abuser comme ça, de la sorte, on va dire, durant ta longue carrière d'arbitre? Oui, mais il tape la canne quand même. Hein? Non, mais après... Hein? Oui, mais la canne reste coincée, puis il donne un coup sur la canne. Messieurs, ça doit être dans le livre des cas. Mais, la canne reste coincée, mais il y a quand même un coup sur la canne, non? On peut leur montrer la dernière séquence. J'ai pas vu les mêmes images que vous, Stéphane. Hein? Ben regardez, attendez. Bon, regardez la canne de Muller. Il tape quand même sa canne. C'est mon copain striker. Je dois quand même qu'arbitre, je dois quand même le défendre un peu. J'ai fait tellement de matchs à Ambry avec lui, en plus, donc je peux pas... Regardez. Non, mais sachant qu'on est déjà à 5 contre 4, ouais, pour donner un 5 contre 3, il faut que ça soit regardez, plus flagrant. Il y a quand même un coup de canne, regardez. Non, on doit avoir une séquence où c'est plus flagrant que ça. Pour donner un 5 contre 3, il faut vraiment que ce soit Toi, tu es en flagrant. train de me dire... Attends. Moi, vous savez, je suis pro-arbitre d'habitude. Ah non, ça, c'est pas vrai. Mais ça, c'est pas vrai. C'est un pire râleur que j'ai jamais vu. Il était de mauvaise foi. Et comme coach, c'était épouvantable. Mais en temps normal, c'est une pénalité. Même si sa canne reste coincée, il l'a encore dans la main, il y a un slash qui arrive. En temps normal, c'est une pénalité à 100 %. Et là, tu me dis, toi, parce que ça donne un 5 contre 3, il ne faudrait pas qu'il la donne. Absolument, il faut que ça soit clair. C'est pas clair sur la séquence.
Pas clair. Pour moi, la séquence, elle n'est pas claire du tout. Je ne vois pas le coup de canne dont tu parles. Merci. Je ne vois pas le coup de canne dont tu parles. En 2 contre moi. On voit clairement la palette qui se coince. Ça peut arriver qu'à l'achat. C'est un bon back-check, mais la canne se coince avec l'effet levier. Il l'a encore dans la main. Ah non, il l'a perdu assez Donc, rapidement. c'est qu'il l'aurait de toute façon perdu. OK, d'accord. Et puis, ça fait tourner le match. Lugano, qui est mené à 1-0 à ce moment-là, se retrouve dans une supériorité numérique à 5 contre 3. Et ça change la physionomie du match. Bah oui, on va le voir parce qu'il y a l'égalisation justement de Butker qui va arriver à 5 contre 3. Tu l'as dit, Freddy. Et il leur reste une petite vingtaine de secondes, même pas. Et finalement, l'étranger du HC Lugano qui va retrouver ce puck sur un assist de la jugulaire de la Yunan, on va dire. Ouais. Regardez, il tire dans les airs. Là, c'est vraiment un coup de baseball. Regardez Butker, au vol. Boum. Il a vraiment attendu, bon moment pour taper. Là, c'est un beau geste technique. Les skills coach, je vous dirais qu'ils entraînent ça puis ils prendraient du crédit pour ça. Mais Par contre, si tu la rates, ça, c'est plus douloureux. Ouais. Ah, mais il fallait qu'il essaye. Non, c'est une bonne coordination des yeux puis des yeux puis des mains. C'est compliqué ce soir, hein, messieurs? Il n'y a plus de toi, Doug, qui n'en a pas fait une, quand même. C'est à ton tour, Doug. Tu peux nous expliquer la coordination des œufs? On arrive à Pâques. Mais c'est vrai que ça change le match, cette pénalité. Mais on voit des goals de plus en plus comme ça en NHL. Oui, c'est vrai. Oui, Doug, on t'écoute. Moi, je t'écoute. Nous sommes nombreux à t'écouter. C'est sympa. C'est vrai. Bon. Donc, tu disais? Il y a de plus en plus de goals comme ça en NHL où les gars frappent le puck au vol. On en a vu plusieurs de Crosby là, dans la dernière année. C'est un exemple un peu du style. Allez, on va voir Lugano qui, en fin de période, va passer l'épaule. Arco Bello, les hommes forts, encore une fois, qui se mettent en évidence pour le HC Lugano. Avec ce puck qui est récupéré. Et surtout, on se dit qu'il y a un 2 contre 1 là. Donc, un revirement. Là, c'est Fora. Moi, je pense que c'est Fora qui se fait prendre il pinch sur un joueur qui est devant le banc. Et puis, il y a un 2 contre 1 derrière. Je pense pas que c'est une bonne décision. Et le joueur devant le banc revenait sur ses pas. Donc, il s'est fait prendre à contre-courant. Puis, quand tu donnes des chances de marquer comme ça à un gars comme Arco Bello, il en profite. Arco Bello qui a eu plusieurs chances de marquer ce soir. Puis, qui a frappé le montant 1 ou 2 fois. Il a été excellent. Et la Yunan dans la cage vide qui signe le 5e succès, Freddy, en 5 derbies pour Lugano face à Ambri Piotta. Et pas photo cette année dans les derbies. D'autant que pour Ambri, c'est difficile sans Nettinen, sans D'Agostini. Ambri Piotta n'a pas le banc le plus long de la Ligue, donc c'est vrai que c'est difficile. Ils ont mis tout leur cœur, mais le cœur ne suffit plus. Et puis, effectivement, sans l'apport des supporters Bianco Blue, c'est beaucoup plus difficile. Et puis il y a une espèce de lutte à distance quand même avec le CP Berne désormais, avec cette fameuse 10e place, ils sont directement en concurrence. Ouais. Et les Bernois, aussi, ils étaient en plein derby, le Tatson Derby face à Langnau. Pour l'instant, avantage aux Tigres de Langnau 2-1. On va voir ce qui s'est passé donc du côté de la capitale avec une ouverture du score à la 24e minute de jeu, donc à la 14e minute de jeu, par Glauser, qui n'avait plus joué depuis le 22 décembre. Pour la petite histoire, messieurs. Caruana n'a pas été très bon sur la séquence. Dans son déplacement, il est resté collé contre son goal, très profond dans sa cage. Puis je pense qu'il aurait pu être plus agressif là-dessus parce que la passe soulevée était magnifique, mais il avait le temps de sortir puis d'être un petit peu plus agressif. Avec un assist de Nilsson donc sur cette ouverture du score. La réaction bernoise ne se fait pas attendre. Jeffrey qui va pouvoir égaliser. Et c'est des buts, messieurs, qu'on va les revoir à la vidéo. Parce que Jeffrey, on va piocher, on va voir beaucoup de buts, on va piocher, des buts qui vont être validés, des buts qui vont être annulés, Stéphane. Là, clairement que Jeffrey est sur le gardien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est poussé? C'est à dire. Je pense que le puck a glissé gentiment derrière le but sans que... Ouais. Est-ce que Jeffrey le dérange assez? Le gardien, est-ce qu'il est poussé? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Là. Honnêtement, refuser le but sur la base de ces images-là, moi, j'aurais été plutôt pour l'accorder. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils l'ont accepté, évidemment, Jeffrey. Et le 2-1 signé Inti Pestoni. Et là, Freddy, ça va être marqué du patin.
Oui, on le verra peut-être sur le ralenti. Pestoni n'est pas forcément très convaincu du but qu'il vient de marquer, puisque le marque du patin, on le voit sur ces images, il s'attend à ce que l'arbitre annule sa réussite. Mais contre toute attente, cette réussite va aussi être accordée. Ouais. Il a redirigé, Stéphane. Il a dit non, hein, il a fait signe non. Et puis là, honnêtement, moi, je pense que c'est une bonne décision. Dans la ligne de ce qu'on a vu cette année, s'il n'y a pas le... C'est goal. Il a voulu plus ou moins contrôler le puck avec les patins, puis il a fini dans la cage. Moi, je pense qu'il n'y a pas de kick. Dans la ligne de ce qu'on a vu cette année, c'est une bonne décision. Je suis même surpris qu'il ait fait signe non sur la glace. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Doug? Oui, puis écoute, sur la séquence, pour moi, c'est clair. Puis une bonne présence d'esprit peut-être de Chervet, là, qui est patient pour ramener le puck devant la cage. Puis c'est grâce à lui un petit peu qu'on a goal sur la séquence. Un but et demi litigieux, on va dire quand même, pour voir le CP Berne revenir dans cette partie. On va se plonger en deuxième période et Jeffrey, on va le retrouver justement à la 21e minute de jeu. On va le voir. C'est lui qui va donner 2 longueurs d'avance. Un CP Berne bien installé dans le camp Emmental-Lois. Et la déviation là, elle est superbe, Freddy. Le coup d'œil évidemment de la passe de Zrid. Oui, le tir, c'est un peu un centre-tir. On voit, hein, c'est un tir du poignet, pas forcément très puissant, mais la déviation de Jeffrey est magnifique. On dit toujours qu'il ne faut pas trop laisser la canne libre de tout mouvement à cette distance pour les déviations. Ben, la preuve, elle est sous nos yeux là. Puis Jeffrey qui l'a fait à plusieurs fois durant le match. Hein. Ça a été une fois, il a frappé le poteau en déviant un puck. Donc c'est quelque chose qui a été très, très bon. Mais on sait, l'Emmental-Lois est revanchard, l'Emmental-Lois est accrocheur et l'Emmental-Lois va revenir avec Ruxeger. Stéphane qui va marquer surtout le but de l'espoir. Parce que mine de rien, ça sera 3-2 à la mi-match. Oui, mais le petit Mika Einauer qui s'est fait frapper solidement derrière la ligne de but, s'est débarrassé de la rondelle. Il a fini directement sur la canne de Ruxeger. Et là, Ruxeger, honnêtement, il était en train de tomber en avant, a réussi à se revoir, ramener le puck puis le mettre dans la lucarne. Hein. Super but, hein, juste technique. Belle pièce de jeu. 3-2, donc après 40 minutes de jeu, c'est encore et toujours très serré entre ces deux formations pour ce derby, le fameux Tatson Derby. Pestoni va sortir blessé lors de cette 3e période et finalement le CP Berne qui va marquer le 4e. Par Corey Conacher, celui qui vaut plus d'1 point par match avec le CP Berne depuis qu'il a rejoint ses couleurs. Ouais, j'ai envie de dire Jeffrey qui revit aussi avec Conacher. C'est 2 joueurs clés finalement, Doug. C'est lui qui fait... Jeffrey fait descendre le box. Par la suite, donne à Cal Anderson qui est magnifique passe là, pour mettre la table pour notre ami Conacher qui laisse aucune chance au gardien. Vraiment un très gros tir sur réception. Le 4-2, mais le suspense sera complet puisque Langnau va pousser. Langnau va même avoir cru marquer un but qui finalement sera refusé parce que les images ne permettaient pas de voir si le puck était rentré ou pas. Et le 4-3, la réduction du score signé Pascal Berger, ancien joueur du CP Berne, capitaine évidemment Emmental-Lois. Mais ça ne sera pas suffisant. Un CP Berne qui va s'imposer ce soir. Messieurs, quand on regarde les résultats du CP Berne, les derniers résultats du CP Berne, parlons un petit peu de ce CP Berne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a les moyens d'accrocher la 10e place, c'est vrai, mais est-ce qu'il pourra jouer un rôle dans les pré-playoffs, voire même plus loin dans les playoffs? C'est quoi votre sentiment? Tout le monde a peur du CP Berne parce que c'est le CP Berne. Hein? On se dit, c'est Berne. Si celui, le 6e qui va jouer contre Berne, qui finit 10e, mais moi, je ne les trouve pas très redoutables. Moi, je répète, je pense que Berne s'est amélioré avec Conacher. Il y a un premier bloc digne de ce nom. Jeffrey revit, Olofsson commence à marquer des buts. Et à part ça, vous avez un Praplan qui joue au centre sur un 2e bloc qui n'est pas un joueur de centre naturel. Vous avez Moser qui en a perdu. Chervet, le CP Berne aura besoin de ses gardiens. Puis je pense que la prochaine semaine va être déterminante. Ils ont 4 matchs en 5 soirs. Je pense que là, ils vont devoir accrocher beaucoup de points. Puis c'est ça qui va donner un petit peu le rythme de croisière. Au but, ils sont pas assez bons. Le Vutriche, c'est un gardien de talent qui va avoir une super carrière, mais il a 22 ans. Il manque de constance, il manque d'expérience. À 22 ans, un gardien, c'est très jeune. Puis Karunen, là, excusez-moi, là, mais c'est pas un gardien numéro 1. C'est pas, et je pense que le fait qu'ils n'ont pas un gardien vraiment dominant va les empêcher de battre quiconque en play-off, à mon sens. Même dans les pré-playoffs. À chaque match qu'on voit, il y a toujours quelque chose des gardiens. C'est pas vraiment ça. Karunen, vous avez vu le dernier but, là, il était complètement désaxé. Je suis pas un spécialiste de gardien, là, mais... Puis en plus, c'est un gardien qui a un petit gabarit. Hein. On parle que Desclous est petit, mais lui, il est petit, très petit. Hein. Steph, c'est en plus un gardien qui a appris cette semaine que, grosso modo, il ne serait plus là l'année prochaine. Hein. C'est ça.
aussi une petite différence, hein, parce que vous allez quand Puis même aussi, je dirais que ce sera difficile après une saison comme ils ont connu en dessous des objectifs clairement. Ça va être difficile de tourner le bouton puis d'être complètement conquérant en l'espace de 8, 9, 10 matchs qu'il leur reste peut-être à jouer. Messieurs, on a une réaction à l'issue de cette rencontre. On va écouter du côté Emmentallois la réaction d'Anthony Huguenin. Anthony Huguenin, comment vous analysez ce derby, ce 4e derby de la saison? C'est rageant parce que je pense dans l'ensemble on ne fait pas un mauvais match. On a pas mal d'occasions, on pêche un peu à la finition, c'est un peu notre problème aussi cette saison. Mais on fait 2-3 erreurs stupides qui nous coûtent des goals aussi. On a aussi pas trop, le puck n'a pas trop rebondi de notre côté. Mais après je pense qu'on a eu des occasions pour venir. Mais malheureusement on n'a pas réussi, puis c'est rageant parce qu'on voulait vraiment bien faire. On a encore à cœur d'essayer d'accrocher cette 10e place de pré-playoff. C'est un adversaire direct, Berne, donc ça fait chier, mais on joue encore 2 matchs contre eux, donc je pense qu'il faut essayer d'apprendre de ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal aujourd'hui, et puis maintenant il faut continuer, c'est la dernière ligne droite, donc il ne faut vraiment pas qu'on lâche maintenant. À titre personnel, votre contrat a été prolongé pour 2 saisons, vous vous sentez bien dans l'Emmental? Comment vous justifiez en quelque sorte cette prolongation? Ouais, ça fait bientôt 4 ans que je suis là-bas. Je suis arrivé alors que j'étais dans une situation un peu difficile de Bienne. Je me suis direct senti bien. J'adore vraiment l'endroit, les gens sont super gentils, on m'a bien accueilli. Je me plais aussi, la région me plaît. Ma femme aussi habite avec moi, elle aime la région aussi, donc je pense qu'on se sent bien là-bas. Donc ça ne sert à rien de changer quand tu te sens bien. J'aime ce club et puis j'ai vraiment envie d'essayer de donner le maximum pour eux, quoi. Merci bien. Merci. Ne jamais, jamais sous-estimer la vie des épouses. Pour le lieu d'habitation, c'est très important, vous le savez. Non, oui, c'est vrai. Les gars, ils ont une famille, ils ont une vie, etc. Donc, il y a des femmes aussi qui travaillent à côté, qui ont un job, qui sont dans une région, il y a les beaux-parents qui sont par là. Il y a un paquet de facteurs. Hein. Quand ils sont à 20 ans, tu es libre en général et c'est pas un problème. Mais quand tu commences à avoir une famille, des enfants scolarisés, des beaux-parents qui gardent les enfants, la femme qui travaille, c'est compliqué. Hein? Et puis ça rentre dans la décision, forcément. Et puis pour les joueurs, hein, on n'en parle pas souvent. Mais parfois, si les épouses ne se plaisent pas forcément dans la vie, ça peut devenir compliqué. Tu es d'accord? C'est une réalité aussi. Oui, c'est pas différent d'un couple normal. Hein? Écoutez, enfin, je veux dire, ça reste des couples, c'est comme partout, qu'on soit employé de commerce, bûcheron, banquier ou hockeyeur, la vie de couple, ça reste une vie de couple. Mais les étrangers, souvent, les étrangers aussi, c'est encore pire parce que voilà, tu déménages avec la famille, changer les enfants d'école et tout. Conacher était retourné en Amérique pour des raisons familiales. Quand il a fait sa pige à Berne, il est retourné en Amérique parce qu'on disait que sa femme ne se plaisait pas forcément à Berne à l'époque. Messieurs, voilà. Allez, on va parler maintenant du match qui nous a bien sûr passionnés ce soir, la rencontre entre Fribourg-Gotteron et Genève Servette. Fribourg qui a retrouvé la compétition après une semaine de pause pour retrouver le même adversaire qu'il avait laissé sur une victoire, cet adversaire, puisque Genève s'était imposé 3-0 face à Fribourg lors de la dernière rencontre. Dans ce match, on va le retrouver, surtout l'homme en forme, Éric Fehr, qui va finalement marquer un but un peu contre le cours du jeu, Freddy, parce que Fribourg a dominé largement les débats dans ses 20 premières minutes. Ouais, on parlait tout à l'heure de Noël Bader, mais je crois que c'était aussi Noël du côté de Fribourg ce soir, avec Fribourg-Gotteron qui a offert deux vraiment cadeaux à Genève Servette. Le premier ici de Yecker qui rate sa sortie de zone, et puis Fehr qui est très opportuniste, il est là au bon endroit au bon moment. Rien à redire sur le but de Fehr, mais Fribourg-Gotteron ne paraît pas très bien sur ce premier but. Et les Fribourgeois, ils loupent le coche là, franchement, dans les 20 premières minutes de jeu? Non. Après 10 minutes, tu peux dire ils ont quand même beaucoup de grosses occasions. C'était 12-1 les tirs au but à un moment donné en première période pour Fribourg. Fribourg était nettement la meilleure équipe. Dans les 15 premières minutes, était la meilleure équipe sur la glace, était dominant. Même Genève a fait quelques cadeaux. Des cadeaux comme ça, ils en ont fait. Puis Desclos a fait les big saves au bon moment. Et puis là, il y a eu ce but à contre-courant. Mais après, au deuxième tiers, ça s'est bien équilibré. On va replonger dans cette deuxième période. C'est pourtant Fribourg qui va égaliser 22e minute de jeu. C'est André Vikov qui va trouver l'ouverture. Avec ce puck à suivre, Vikov qui aurait pu être crédité même d'un assist, puisque finalement Gauthier Desclos qui a repoussé ce puck devant lui, Doug, et offert là aussi un petit cadeau. Le jeu commençait avec Valzer qui a fait un tir du côté rapproché d'un angle fermé, puis qui est sorti parfaitement pour André qui a marqué le goal dans la cage vide. Donc, bonne séquence.
Fribourg a tendance à de tirer de plus en plus de partout, puis des gars qui vont à la cage, puis ils en marquent pas mal des goals comme ça ces temps. Donc voilà. Ouais, puis Fribourg se dit, bah, allez, ça y est, cette fois-ci, on a vaincu le signe indien. Freddy, on a pu égaliser, mais il y a le coup d'œil de Marc et la finition de fer une nouvelle fois. Ouais, la classe technique de Marc avec cette passe en retrait. Mais de nouveau, Fribourg-Gotteron est en possession du palais à la ligne bleue offensive. On perd le puck sur la ligne bleue offensive. Et dans les quelques secondes qui suivent, ça crée un surnombre. La passe en arrière de Marc est magnifique. Et là aussi, le tir soudain décoché par Fer prend Berra contre-pied. 2-1, messieurs, après 40 minutes de jeu. En effet, la situation est complètement inversée. Désormais, c'est Genève qui tient le couteau par le manche. Et pourtant, en troisième période, réaction de Fribourg, qui aurait très bien pu égaliser, puisque Julien Sprunger va toucher le poteau. Rappelez-vous tout de même de Gauthier Desclous. Avertissement sans frais, on va dire, pour Genève, qui va une nouvelle fois remettre le bleu de travail, se retrousser les manches et repartir, on va dire, au métier. Mais ça aurait quand même peut-être pu changer quelque chose, en effet, à ce moment-là. On va rentrer dans la série des buts annulés. C'est quand même assez rare qu'il y ait deux buts annulés à la suite. On va voir le premier. C'est Joël Vermine qui va se retrouver devant la cage. On est en supériorité numérique, en fin de supériorité numérique. C'est le quintet star de Genève qui est sur la glace. Temernes va mettre ce puck au but. Vermine va le dévier. On entend le coup de sifflet de l'arbitre. Le geste de l'arbitre est très clair. Il y a but, Stéphane. Oui, mais on va aller voir la vidéo pour un éventuel contact de Joël Vermine sur Reto Berra. On sait qu'on en a passablement parlé, évidemment, cette saison de ces contacts. Et je pense que les arbitres aussi, ils ont dû être passablement briefés par rapport aux présences, on va dire, dans la peinture. Et tu as voulu revenir justement là-dessus. C'est une bonne décision, selon moi. C'est une bonne décision. Il y a quelques mois en arrière, les partisans de Fribourg avaient crié au scandale lorsqu'un but leur avait été refusé sur une séquence pareille, alors que Kylian Motet se trouvait exactement dans la même position de Vermine devant le gardien Fleuler. Et je vais le réexpliquer ce soir que c'est une excellente décision. C'est dans la ligne cette année. On va aller sur la tablette. C'est très, très simple. Vous allez voir. C'est parti. Regardez, on va zoomer, c'est en bas que ça se passe, là. Ici, en bas de votre clic, pardon. On va y aller, je vais l'avoir, voilà. Regardez, stop. Ici, Joël Vermine a une partie de son corps clairement. Oubliez les patins, il y a le patin gauche, mais si on a déjà un angle incliné, donc s'il y a une partie de son corps qui cache la peinture bleue, c'est qu'il est dans le demi-cercle. Il n'y a même pas besoin d'avoir de contact avec le gardien. Il suffit qu'il cache la vue du gardien. Regardez, il est dans le demi-cercle légèrement. Il y a une partie de son corps qui y est, et là, le puck va arriver directement ici. Il va nuire à la vue du gardien. Donc, s'il a une partie de son corps dans la peinture bleue et il gêne la vue du gardien, il n'y a même pas besoin d'avoir de contact. S'il gêne la vue du gardien, c'est no goal. Et cette année, on a une ligne très claire, très sévère là-dessus. Et ce but-là, c'est indiscutablement un mauvais but. Ce n'est pas un but qui doit être accordé. Et je veux juste le rappeler aux partisans de Fribourg qui avaient crié au scandale de 2 reprises cette année, notamment lorsque Kylian Motet avait fait ça contre Zurich. C'est exactement la même chose. Voilà. Ça n'a pas d'histoire, c'est une bonne décision. Peut-être qu'à l'époque, la ligne était un petit peu moins claire quand même. Hein. Voilà, non, mais c'est parce que ça faisait partie, c'était dans la ligne, c'était en début de saison. Les gens n'avaient pas encore compris que cette année, c'était comme ça. Et là, les équipes n'ont pas râlé. Hein. On n'a pas râlé. On a un petit peu plus râlé quand même pour le deuxième du côté de Genève, de Richard. On va le voir là aussi. Donc but annulé, le jeu reprend. Et quelques minutes plus tard, Tanner Richard, qui va voir, selon lui, ce puck encore disponible, le pousser au fond. Et là, l'arbitre nous a sorti à peu près tous les gestes possibles. Ouais, d'abord, regardez, il est à la droite, l'arbitre, il est derrière l'écran, là. Donc, le puck est entre les jambes de Berra. Il est juste derrière là-bas. Il va faire non, oui, peut-être. Finalement, je vais aller voir. Regardez, il n'a pas d'une vue optimale. Le puck est visible. La question est de savoir si Tanner Richard touche le puck en premier. Vous avez le droit de ramasser les jambières du gardien dans la mesure où vous touchez au puck en premier. Si le puck est visible et vous touchez le puck et vous ramassez ensuite les jambières et tout le corps et vous poussez le puck au fond, c'est go. La grande question est de savoir s'il a touché le puck. Si on était à Berne, il était bon. La seule raison pourquoi il était pas bon, c'est qu'on n'était pas à Berne ce soir. Il dit non, mais Jeffrey a marqué exactement le même goal, on l'a donné. Puis là, on voit qu'il est pas bon. Pour moi, c'est incompréhensible. Là, tu vas faire plaisir à beaucoup de monde. Ben, écoute, je suis désolé. Là, Doug, il vient de se faire un paquet d'amis, là. Non, mais je suis désolé.
On regarde Berra, il est jamais en contrôle de ce puck. Il est toujours en mouvement parce qu'il ne sait pas il est où le puck. Ses jambières sont... Et t'as Richard qui, certes, pousse ses jambières dans le goal, mais on voit que le puck probablement est toujours disponible, puis il n'y a aucune raison d'annuler ce goal sur la séquence. Freddy, ton avis? Moi, j'ai aussi me faire beaucoup d'amis, hein. Mais pour moi, le fait, enfin, le règlement, si le règlement stipule qu'on a le droit de pousser le gardien avec le puck au fond des goals et que c'est goal, je m'incline. Le règlement, il dit que tu as le droit, si le puck est visible, si le puck n'est pas visible, puis tu pousses la jambière, tu ramasses tout, il n'y a pas de goal. Si le puck est légèrement visible, ne serait-ce qu'une partie, la tranche, il est visible, puis que le joueur, avec sa canne, touche d'abord le puck et le glisse dans toute la jambière du gardien et pousse la jambière du gardien, si le contact initial, c'est contre le puck, il ramasse tout après, c'est goal. La question, c'est common sense. C'est common sense que si Berra est à l'ouest, puis il sait même pas où est le puck, puis il est toujours en déplacement, qu'à un moment donné, Richard va l'essayer. Moi, je vais vous montrer l'angle sur la tablette. Vas-y, montre-nous. C'est compliqué. La question est de savoir est-ce qu'il touche en premier. Regardez, le puck est visible, OK? Richard, il y a cet angle-là sur la glace. Le puck est clairement pas couvert. Regardez, il est visible. Il est toujours visible. Visible, il est vraiment pas gelé. Et là, hop, la canne de Richard, elle est là. Elle arrive ici, là. Ben là, elle est plus visible. Ben là, il est caché par la jambe de Richard. Regardez. Le problème, c'est que ça, les arbitres, regardez, la canne blanche de Richard, elle arrive, elle touche la jambe. Là, est-ce que le puck est visible? C'est la grande question. Et là, on perd de vue, on est caché, et ça va un petit peu plus loin. Hop, hop, et hop, là, il ramasse tout. Alors, les arbitres sont, eux, ils avaient accordé la réussite. Ils estiment qu'avec ces images-là, ils ont la preuve que Richard n'a pas touché le puck en premier. Je ne suis pas certain de ça, qu'ils ont la preuve. Les gars, zone grise. J'invoque une zone grise ce soir. Moi, j'ai pas de tablette, mais je dis ça. Hein. Je suis désolé. Pour toi, tu donnes la chance au coureur, tu donnes un bon but. Moi, s'il donne le but, il n'y a pas de scandale, je pense. Et s'il refuse en disant qu'il a ramassé la jambière en premier, je peux vivre avec aussi. On a vu que l'arbitre a tout d'abord écarté les bras comme ça, donc il ne donnait pas le but. Après, il a fait ça. Et après, il a fait ça, puis il a montré la vidéo. Mais sa première décision, c'était de ne pas donner le but. Ouais. Donc, il n'a pas pu prouver sur ces images qu'effectivement, le puck a été touché par la canne de Richard en premier. Et puis, de ce fait-là, il ne peut pas l'accorder. Bon, les arbitres... Mais je rejoins Doug dans ce qu'il disait. Si le but de Jeffrey était accordé tout à l'heure, il n'y a pas de raison de ne pas accorder ce but. Mais sauf que les arbitres des deux matchs n'ont pas les images que nous, on a ici. Et on n'a pas la triple loupe. Mais par contre, on peut tous être d'accord. Non, il y a une chose qu'on peut tous être d'accord, c'est que l'ami Bison puis Urban, ils ont été... pas très bon aujourd'hui. Non, parce qu'on va le voir après, ils ont raté un surnom. Mais c'est le juge de ligne qui a suivi le surnom après. Mais Urban et Bison ne sont pas des arbitres très cotés dans le milieu cette année. Ils ont beaucoup de peine à maille à partir avec plusieurs équipes. Mais ça, c'est pas le sujet. C'est pour dire que c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas de scandale dans un sens ou dans l'autre, parce que c'est très litigieux, c'est compliqué. Mais comme dit Doug, si on l'a accordé à Berne... Mais eux, ils ne savaient pas que ça avait été accordé à Berne. Alors, décharge. Après ta zone grise, tu as voulu nous montrer un surnombre qui est passé à Oui, la un surnombre lasse, inexistant. Et ça aurait pu changer le match. C'est un surnombre qui a été sifflé contre Fribourg. Et ça, c'est clairement le juge de ligne qui a fait une erreur, qui a overreact. Et puis, ça a changé le match parce que ça a donné un power play à Genève qui n'aurait pas dû être accordé. Regardez bien. Là, vous avez... on va aller ici. Il y a clairement... On va s'arrêter... Voilà. Là, vous voyez clairement 5 joueurs de Fribourg sur la glace, 5 noirs. Il n'y a aucune business possible. Ça, c'est bon, c'est bien clair. On continue. Et là, vous avez Stahlberg en bas de l'écran qui va aller changer. Il y a un qui va rentrer pour lui. Je pense que c'est Di Domenico. Donc, Stahlberg est sorti de la glace. Donc là, ils sont 4. Son remplaçant vient de rentrer. Il est là. C'est Punga qui rentre sur la glace. Regardez, il vient de rentrer. Donc là, ils sont toujours 5. Il n'y a pas de surnombre. 1, 2, 3, 4 et 5. Il n'y a aucun surnombre. Et là... Il a le droit, Sprunger, de prendre la rondelle parce que Stahlberg est au banc. Et là, l'arbitre, il a confondu. Il a pensé que Sprunger changeait pour Motet. Il s'est dit surnom. Effectivement, si Sprunger change pour Motet, il y a 4 autres joueurs, c'est surnom. Mais là, c'est pas le cas. Ils sont 5 sur la glace. Et le joueur qui change pour Motet, il arrive. Là, il est en train d'enfourcher la bande. Regardez, Fribourg était un petit peu en retard sur son changement. Ça leur a pas rendu service sur la séquence. Et là, Sprunger a raison de râler. Regardez, c'est le juge de ligne qui fait cette séquence. Mais regardez en haut aussi. Il y a l'arbitre en chef, là, on va faire un zoom, qui fait aussi surnom. Mauvaise décision. Mais ça, c'est trompeur. Des fois,
souvent, quand il y a un changement, on a l'impression que... Et là, c'est clairement une mauvaise décision. Mais là, il y a quelqu'un du groupe qui aurait dû allumer et dire hey, non, ils étaient 5. Pas 6. Surtout que 2 fois 6, ça fait 12. Donc en plus, ils en ont vraiment vu beaucoup moins 3, des joueurs. ça fait 9. Puis voici. Il y a 2 joueurs qui ont vu rouge. En tout cas, un qui a vu rouge en fin de match. On va le voir, c'est Kylian Mottet. Parce que c'est un petit peu frité quand même en fin de rencontre, Freddy. On n'a pas vraiment bien compris pourquoi. Peut-être un peu de frustration. Certainement de la frustration. On va aller voir, puis, les images arrivent, t'inquiète pas. Hein? Non, je disais les images arrivent, ne t'inquiète pas. Non, je ne m'inquiète pas. Non, mais certainement de la frustration, mais j'aurais tendance à dire que ce genre d'émotions, il aurait fallu les sortir ou les exprimer plus tôt dans la partie pour provoquer quelque chose. Là, il y a déjà eu le coup de sifflet final. Et puis, Kylian Mottet a voulu dire sa façon de penser à un Genevois. Il s'est fait intercepter par Carrère. Voilà, ça fait partie aussi du hockey sur glace, le contact, de temps en temps d'exprimer son désaccord. Mais effectivement, ce genre d'émotion, Fribourg-Gotteron en aurait eu besoin plus tôt dans la partie. Messieurs, on va passer aux interviews, aux réactions. Ouais. Il est l'un des grands héros, une nouvelle fois, de ce match avec un doublé. On va écouter tout de suite à l'interview Eric Fehr. Eric, 9 wins in the last 12 games for Geneva. Geneva's on fire. How do you explain that fantastic stretch? We're getting a little bit lucky. We're playing some good hockey. We're getting goal scoring from up and down the lineup, which is big. And I think our specialty teams, our power play's been awesome. Our penalty kill's been great. That's how you win games in this league. On a more personal level, you're not that kind of a sniper in your professional career, but now you're the best goal scorer of the team. Do you have an explanation for that too? I used to score a lot of goals, but my NHL career didn't necessarily go that way. But here we're having some fun in Switzerland. Obviously, some pucks have gone in for me, but just enjoying the game right now. Thank you, Eric. Thank you. Eric Fehr, il peut avoir le sourire, Stéphane, ces temps-ci. Non seulement, il a évoqué d'abord la réussite de l'équipe avant d'évoquer sa réussite personnelle. Il a demandé 9 victoires en 12 matchs. Vous êtes en feu, qu'est-ce qui se passe? Puis, il dit, on est un peu chanceux. Il dit, on est un bit lucky. Je suis surpris qu'ils disent ça. Il dit, mais on joue quand même du bon hockey par les temps qui courent. Notre pied est bon, on a de la réussite. Et puis, des clous fait le job. Donc, les grands classiques, tout le monde est beau, tout le monde est chanceux. Tout le monde est bon, puis on est un peu chanceux. Donc, pas trop d'arrogance. Puis, il a dit, t'es le meilleur buteur de l'équipe cette année. Mais dans ta carrière, t'as jamais été un vrai buteur. Ouais, il a dit, à une certaine époque, j'ai quand même été buteur. Probablement que dans le junior, c'était un buteur. C'est un choix de premier tour de NHL, 18e au total par Washington. Il a eu une longue carrière, mais en NHL, c'était pas un goal scorer, c'était plutôt un joueur de rôle de 3e, 4e bloc. Mais il dit, ça tourne bien pour moi, puis il dit, je tente de profiter du bon temps cette année. Il faut dire qu'il joue avec un certain Linus Ullmark depuis quelques matchs. Il fait quand même des bonnes passes, Linus Ullmark. C'est un bon fabricant de jeu, mettons. Donc ça aide un peu, mais il la met au fond. Oui, il est très efficace. En effet, un bon duo, comme on dit. Et puis, réaction évidemment à teinter de déception du côté de Fribourg-Gotteron. On va écouter Kylian Mottet. Kylian Mottet, défaite ce soir contre Genève sur la plus petite des différences, 2-1. Alors que Fribourg avait vraiment bien commencé son match, s'était montré dominant jusqu'à cette 18e minute. Ouais, c'est un peu le même match qu'à Genève la semaine passée. Donc c'est un peu frustrant. On domine, on n'arrive pas à marquer. Et puis sur un contre, on encaisse. Pour une équipe qui a l'habitude de faire la course en tête, de marquer des buts, quelle serait la solution maintenant pour qu'est-ce qu'on va dire aux joueurs? Qu'est-ce que Christian Dubé vous dit pour vous garder dans la ligne? D'aller là où ça fait mal, d'aller devant le goal, de se sacrifier pour marquer des goals. Je pense que ça fait 2 matchs contre Genève, on marque un goal. Donc voilà, c'est à nous d'aller là où ça fait mal et puis de shooter encore plus et puis de mettre du trafic devant le gardien. L'avantage peut-être, c'est que vous avez directement un match demain pour remettre l'ouvrage sur le métier. Ouais, effectivement, c'est un peu l'avantage de ça. Donc on rejoue demain, après on joue plus nouveau pendant 10 jours. Donc ce sera à nous d'arriver à Lausanne et puis de travailler plus fort qu'eux et puis de mettre la pression depuis le début. Merci Kylian. Merci. Ou avec la quarantaine de Zoug, il y a peut-être des matchs qui vont se rajouter, Kylian. Je dis ça, je dis rien. Ça travaille fort du côté du calendrier. Et demain, ça sera face à Lausanne qui, lui, n'a pas joué ce soir. On va passer à la dernière rencontre de la soirée, messieurs, Davos-Rapperswil. Et on a une triste nouvelle du côté de Davos. Vous savez que depuis quelques matchs, c'était le retour au jeu d'un certain Félicien Dubois, qui avait été blessé pendant de longues journées. Exactement. Et on vient de nous annoncer qu'il y a une fracture du poignet. Sa saison est terminée. Ça veut dire que sa carrière est terminée.
Parce que je vous rappelle qu'il l'avait confirmé du reste à notre micro. À moins que Davos se rende en finale. Fracture du poignet, ça peut être 4 semaines. 4 ou 5 semaines. Donc, si Davos est en finale... Ça dépend de la fracture, hein, tu vas te faire opérer... C'est ça dépend. Si c'est une belle fracture, comme disent les médecins, ça va aller. Si c'est une moins belle fracture, ça va être un peu plus compliqué. Mais des fois, ça peut être 4 semaines, hein, suivant comment c'est. Si c'est une fissure, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est pas... Ça serait vraiment dommage pour lui, quoi. Comment? Ça serait vraiment dommage de terminer sa carrière comme ça. Lui, il a travaillé fort pour revenir. Ça fait presque une année qu'il était loin. Un tendon d'Achille, c'est très long. C'est presque une année. Il a travaillé très fort pour se remettre en forme, pour jouer peut-être les 2 derniers mois de l'année. La poisse, c'est comme ça. Ouais, la poisse. On pensait à lui, en tout cas, franchement, parce que c'est vrai qu'il est terminé comme ça, il y aurait certainement une immense frustration. Messieurs, allez, on va se plonger dans cette rencontre qui, à contrario des autres, va connaître, j'ai envie de dire, ses meilleurs moments dans les 20 premières minutes de jeu et même dans les premières secondes. Parce que tout va s'enchaîner très vite. Première minute de jeu, ouverture du score de Cormier. Regardez, on le voit là, c'est lui qui va rentrer et hop, profiter des largesses déjà de notre ami Noël Bader. Noël Bader 2, le retour. Quelques secondes que ce match a commencé, déjà la première bourde, il tarde à mettre la main sur le palais, on le voit ici, il prend du temps et puis un bon forcing et Corvi doit s'y reprendre à 2 fois, mais c'est quand même l'ouverture du score. Alors c'est clair, du côté de Rapperswil, quand on commence un match comme ça, on se dit que la soirée va être longue. La soirée va être longue en effet, mais l'égalisation de Losley qui va pouvoir... trouver le chemin des filets, 3e minute de jeu, et qui va tromper un Robert Mayer qui ne sait pas exactement où est passé le puck, finalement, Doug. Il est trop profond. Il est trop profond, puis 2, quand tu as ton défenseur qui te l'amène quand même vraiment comme ça à l'extérieur, tu dois t'assurer de fermer, puis de prendre la place, parce que l'angle il restait fermé, donc pour moi, c'est pas un goal que tu dois donner. Tu penses que celui-là, c'est pas un goal que tu dois donner? Alors du coup, le suivant, Stéphane, c'est quoi? C'est que tu bosses en sous-marin pour l'adversaire ou bien? C'est vraiment pas un bon but, regardez bien. Bon, ça, c'est une mauvaise remise aussi, le migraine. Là. Il y en a qui fait un back-end devant la cage, là, qui a été dévié, j'en sais. Mais ça, c'est vraiment pas un bon but. Il n'est pas vraiment sur son poteau. Le puck, il est sur son poteau, mais le puck va glisser en dessous de sa jambière. Il y a toujours un petit bump dans la jambière. Là. Lorsqu'il est à plat sur la glace, ça peut glisser en dessous, mais c'est vraiment pas un bon but. Maillard connaît une saison compliquée à Davos, il faut le dire. Il est allé là comme gardien numéro 1. Il n'est pas clairement le numéro 1. Puis on dit qu'il y a énormément de tension avec son entraîneur. Je pense qu'il s'ennuie de Sébastien Beaulieu. Turunen, tiens, tu parlais de l'acte de Bader. Le voici justement, Freddy Turunen qui va se Encore retrouver. pour moi, oui, volontiers, sur Noël. Un tir totalement anodin de loin. Bader n'est pas vraiment masqué. Ce puck, ce ballon plat, comme diraient certains, vient mourir dans sa poitrine. Et puis il accorde un rebond juste devant lui. Et Turunen ne se fait pas prier pour glisser gentiment ce puck au fond des filets pour l'égalisation. Donc ça a dû quand même un petit peu gronder dans les vestiaires de part et d'autre au niveau des prestations tant défensives finalement que des gardiens. Parce qu'on blâme un peu les gardiens là-dessus, mais il y a 0-0 ensuite jusqu'à la séance de tir au but, largement dominée par Davos facilement avec la 4e réussite. 4 shoots, 4 buts, c'est très rare, Doug. Normalement, c'est plus qu'avantage aux gardiens. Là, c'est un score de foot. Non, 4 en ligne, ça fait mal. Puis si vous regardez le dernier goal, la canne n'est même pas proche quand il descend d'être devant lui. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il a cherché à faire là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste des gardiens non plus, mais... Non, mais Noël Bader, on s'entend que c'est le 2e gardien à Rapperswil, qui est très limite pour jouer dans cette ligue-là. Puis à chaque fois qu'il est dans la cage, c'est compliqué. Voilà, pour revenir à Robert Mayer, Robert Mayer connaît une saison difficile. On dit qu'avec lui et Volven, c'est pas la grande harmonie. Mais Robert Mayer vient d'avoir un enfant aussi. Donc, vous remarquerez ça, les joueurs dont l'épouse vient de donner naissance à un bébé, c'est compliqué. Les premiers mois, on a tous vécu ça ici, oui, tous. Surtout toi, tu es encore là-dedans. C'est pour ça que c'est compliqué sur le plateau. Hein? C'est pour ça que c'est compliqué sur le plateau. C'est pour ça que tu es fatigué sur le plateau. Mais c'est vrai qu'ils sont comme les autres. Tu parlais tout à l'heure qu'ils ont une vie normale, c'est des couples normaux, etc. Bien, ils ont aussi les mêmes problèmes. Ils sont des jeunes parents. Puis les jeunes parents, des fois, ils se réveillent la nuit, ils ne dorment pas bien, ils ont des soucis. C'est pas toujours facile. Mais Robert Mayer est en plein là-dedans. Souvenez-vous, messieurs, quand Tom Ernest est arrivé à Genève, ça a pris 3-4 mois avant qu'il s'habitue. Sa femme venait d'accoucher aussi. Ça a été très compliqué les premiers mois à la maison. Voilà. Donc, ils ont une vie comme tout le monde et voilà, quand on dort moins bien, c'est compliqué. J'aime beaucoup cette émission sur la famille ce soir. C'est vrai, c'est important la famille. Il n'y a rien de plus important que la famille. La famille. Tu le sais, non? Bon. Allez, messieurs, on va passer aux 3 étoiles de la soirée.
Et si on se faisait une petite Butker pour tout ça, hein, pour se laisser sécher la soif, Michael Butker, soyons plus sérieux, qui a relancé, on va dire, les affaires de Lugano ce soir. Il est engagé sur les 2 buts. Steph, un bonhomme important, mais un peu moins présent qu'Arcobello quand même. C'est un joueur qui est moins spectaculaire qu'Arcobello, c'est moins chasseur de points. Il a eu de la peine à démarrer, mais il s'est mis en route après au niveau des points. Mais c'est un gars qui fait beaucoup de bonnes choses sur la glace. C'est pas forcément un chasseur de points. C'est un gars qui a toujours l'air d'être à vitesse moyenne, comme un diesel. C'est pas un gars qui est flamboyant, mais il fait beaucoup de bonnes choses. Puis on dit que c'est un très bon gars dans le vestiaire aussi. On rigolait avec ça ce soir, mais c'est un joueur qui, depuis qu'il est arrivé, il a assuré dès le premier jour un rôle de leader dans cette équipe, un rôle de rassembleur, et c'est un joueur qui est très, très apprécié. Éric Fehr, qui lui est une nouvelle fois l'auteur d'un doublé face à Fribourg-Gotteron. Et on l'a dit, il est en feu en ce moment. Éric Fehr est un étranger dominant dans ce championnat, sur les ronds d'engagement, devant le goal. Il a marqué son lot de buts cette année aussi, mais il a l'air du gars qui dérange sur la glace puis qui est toujours là pour faire mal à l'adversaire. Puis ça, c'est une grosse qualité que Genève a. Première étoile de la soirée, auteur de 3 points, 2 buts et 1 assist, l'ancien lausannois Dustin Jeffrey. Dustin Jeffrey qui trouve sa vraie carburation finalement, Freddy, depuis quelques matchs. Depuis quelques matchs, depuis l'arrivée de Conacher du côté de Berne, Jeffrey, c'est un sniper. 2 beaux buts ce soir et puis un magnifique assist également. Donc, il mérite cette première étoile. Jeffrey qui a été déterminant pour Berne avec ses 2 réussites. Et oui, du reste top score de l'équipe. Hein. Ça a été longtemps Praplon et puis maintenant c'est Jeffrey quand même depuis quelques matchs. Messieurs, il est temps de récapituler les résultats de cette soirée de National League. 4 matchs donc au programme puisque Zug est retourné en quarantaine. La victoire dans le derby de Lugano face à Ambry, de Berne face à Langnau. On vient de le voir, le succès après la séance de tir au but de Davos face à Rapperswil. Et Genève qui s'impose une nouvelle fois face à Fribourg-Gotteron. Ce qui nous donne au classement Genève Servette, désormais 2e, 2 matchs en moins, mais le même nombre de points que les LSC Lions. Fribourg-Gotteron est donc 4e, Lugano, là aussi 5e, Lausanne 6e, Davos 7e, qui peut encore et toujours, même s'ils ont plus de matchs, grappiller peut-être quelques points et se retrouver dans le bon wagon des 6. Et regardez, c'est là où c'est très intéressant, 44 points en 44 matchs pour Ambry Piotta et en 39 matchs, Berne qui fait une très bonne opération ce soir. Il y a des matchs en main, là, 5 matchs en main, 2 points d'arrière. Donc, je pense que Berne devrait pouvoir revenir quand même. Et puis, tu sais, quand tu passes, après, quand tu fais l'inverse, tu fais la culbute d'un côté comme de l'autre, tu as la motivation. C'est une équipe qui va bien, qu'on ne parle pas beaucoup parce que c'est au fin fond du Tessin, ça nous concerne moins en Suisse romande. C'est Lugano. Hein. Lugano, 73 points. Regardez, 3 points derrière Fribourg-Genève. Il sera dans les 6. Puis on va changer d'entraîneur. C'est exigeant du côté du Tessin. À ce qui paraît. Ouais. C'est fait? Non, non, c'est pas fait. Ils sont à la recherche d'eux, semble-t-il. Non, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Le staff d'entraîneur actuel fait partie des candidats, le staff actuel fait partie des candidats pour la saison prochaine, mais on annonce Paul Di Pietro serait en partance, en tout cas, pour la montagne. La montagne UAD Bouquetin, tu veux dire. Pour coacher en altitude l'année prochaine. D'accord, voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Ça, c'était les petites infos people du moment. On va passer maintenant aux résultats des pré-playoffs de Swiss League. Il y avait l'acte 2 ce soir. Et Viège s'est imposé et donc qualifié face au Ticino Rockets sur le score de 4-1. Par contre, attention, aïe pour la Chaux-de-Fonds, battu 7-3. Par les Getseka Lions. Il y aura donc une belle dans cette série. La belle de tous les dangers, on va dire, pour le HC La Chaux-de-Fonds. À voir et à suivre, bien sûr, sur MySports. Place à l'E-National League avec les résultats. Vous avez pu suivre, bien sûr, en direct également un match jeudi. Et le carton de cette journée, 18-5 pour Lausanne face à Ambry. Ça fait beaucoup de buts quand même. 6-4 pour Fribourg face à Bienne. Et au niveau du classement, Lausanne encore est toujours leader largement. Différence de but qui ne ferait pas lire d'envie n'importe quel entraîneur. Plus 65, 31 points. On retrouve Fribourg 2e, Genève 5e et Bienne donc désormais dernier, 12e.
Le prochain studio, on vous donne rendez-vous demain à 19h25 pour la rencontre entre Lausanne et Fribourg-Gotteron. On sera là, bien sûr. On va remercier nos invités du soir. On va les laisser regagner leur penate, comme on dit, pour un bon dodo bien mérité. Merci Freddy Bobillier. Avec plaisir. Merci Doug Boulanger. Puis restez bien avec nous, la soirée n'est pas terminée. D'ici quelques instants, le premier épisode de notre nouvelle série Homemade, Mon rêve de National League. 3 jeunes joueurs qui vont tout tenter pour griffer les glaces pour la première fois de leur carrière. Les glaces, évidemment, de l'élite du hockey suisse. C'est à suivre d'ici quelques instants. Merci à toute l'équipe technique. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.